pour notre webinaire Sexisme, racisme, prendre conscience de nos biais cognitifs. Je vous invite à couper votre micro. Vous pourrez l'allumer à la toute fin pour poser vos questions si besoin, mais en attendant, vous pouvez utiliser le chat pendant toute la conférence pour échanger, poser vos questions et aussi répondre aux nôtres. Je vous informe que le webinaire sera enregistré, mais on ne verra pas vos vidéos, donc pas d'inquiétude. Ah, et ben ça commence bien. Donc au programme, le déroulé de la soirée, on va vous faire rapidement une présentation du club EMU au féminin, puisque c'est le club EMU au féminin qui co-organise cette soirée avec Elisabeth Chaudière, fondatrice d'Equiwork Formation. On vous parlera aussi des événements à venir entre EMU au féminin et Equiwork. Et ensuite, à 18h30, le webinaire pourra commencer et je laisserai la main à Elisabeth pour cette soirée. En bref, le club EM Lyon au féminin, c'est un club d'alumni de EM Lyon Business School qui a été créé il y a plus de 15 ans à Paris. Donc, il y a 2 clubs, un à Lyon et un à Paris. On réunit plus de 5000 membres sur la plateforme des alumni, donc EM Lyon Forever. C'est un club qui est ouvert aussi aux hommes diplômés d'EM Lyon. Nos missions, c'est principalement de soutenir les diplômés dans leur carrière professionnelle, de créer un espace de partage et d'entraide, de les former, les accompagner et les sensibiliser dans leur parcours, mais c'est aussi et surtout fédérer autour des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. On propose plusieurs types d'événements, donc du networking, du mentorat. Ça fait déjà 7 promotions qui ont été lancées. Des formations, des sensibilisations et tables rondes comme ce soir en format webinaire du fait de la crise sanitaire et des soirées et repas pour s'amuser un petit peu et networker aussi. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, donc on est sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et pour les diplômés, vous pouvez aussi nous suivre donc le club EM Lyon au féminin sur la plateforme EM Lyon Forever. Et donc, un petit teasing des ateliers entre Equiwork et EM Lyon au féminin. Donc, suite à ce webinaire, pour tous les diplômés, étudiants, étudiantes et staff EM Lyon Business School, vous aurez la possibilité de vous inscrire à 3 ateliers, donc un par mois, que vous pouvez voir à l'écran. Ils sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme EM Lyon Forever et les places sont limitées à 18 personnes, donc il faut se dépêcher pour vous inscrire. Et donc, ce sera tout pour moi parce qu'on ne va pas prendre trop de temps sur la partie webinaire et je laisse la parole à Elisabeth Chaudière d'Equiwork Formation qui va animer toute cette soirée. Et je souhaite la bienvenue du coup aux 94 participants qui sont connectés. Merci beaucoup, Charlène. Et du coup, je prends la main, je vais partager mon écran à mon tour. Tac. C'est parti. Hop, c'est parti. Et du coup, pour commencer, je me présente. Je suis donc Elisabeth Chaudière. Je suis la dirigeante d'Equiwork Formation, une entreprise qui a pour but de sensibiliser le plus largement possible aux comportements sexistes au travail et dans l'enseignement supérieur, et plus largement à ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles, au racisme et aux LGBT-phobies. Donc voilà pour moi, pour cette présentation de qui je suis. Et aujourd'hui, on va parler de comment démasquer et faire face à ce qu'on appelle nos biais inconscients au sexisme et au racisme du quotidien au travail. Alors, avant de commencer, une précision importante à mes yeux. Chez Equiwork, on fait toujours, nos formateurs et nos formatrices sont souvent des personnes concernées par les sujets qu'on traite, donc du coup qui vont former sur le sujet du racisme en étant concernés ou sur le sujet du racisme en étant concernés. En l'occurrence, pour ma part, je ne suis pas directement concernée par le sujet du racisme. Donc, c'est une précision importante à vous faire, enfin à vous dire. Et donc, moi, j'ai été formée, je me suis formée sur ce sujet-là pour pouvoir vous délivrer du savoir. Mais du coup, j'ai conscience que peut-être moi-même, j'ai des biais sur ce sujet-là. Voilà, c'était un élément important à vous préciser avant de commencer. Et puis, la première chose que j'ai envie de vous dire,
pour commencer cette conférence, j'ai envie de vous parler de nos besoins. Nous, en tant qu'individus, pour évoluer en sécurité dans le monde qui nous entoure, nous avons besoin de le comprendre du mieux possible, et même nous avons besoin d'avoir le sentiment de le contrôler. Donc ça, c'est vraiment le tout début de notre formation, enfin de cette conférence, et qui est vraiment un point qui m'apparaît important. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la première chose que je vous dis. Donc pour résumer, on a 3 besoins en tant qu'individu. Enfin, on en a plus d'ailleurs, hein, mais les 3 besoins dont on va parler aujourd'hui, c'est ce besoin de sécurité pour évoluer dans un monde qui est complexe, qui est changeant. Un besoin de compréhension, on a besoin de le comprendre, ce monde, de mettre des mots dessus. Et on a besoin d'avoir le sentiment de le contrôler, de pouvoir agir rapidement, prendre des décisions au sein de ce monde. Voilà pour cette introduction, pour ce début de conférence. Et du coup, tout de suite, j'ai une question à vous poser. Combien de fois, qui n'a rien à voir, en tout cas en apparence, combien de fois par jour touchez-vous votre smartphone? Je vous invite à répondre dans le chat. A, peut-être que vous pensez que par jour, vous touchez votre smartphone 2617 fois en moyenne. B, 1305 fois. C, 106 fois en moyenne. Je vous invite à répondre dans le chat. Hop, je l'affiche. Ok. À vue d'œil, on a beaucoup de A, beaucoup de B. Ok, ok, merci pour votre participation. Ça continue. Ok. On a déjà une question, maintenant tout de suite. Alors, je vais avancer un tout petit peu et je vous laisse. Alors, du coup, je lis votre surnom, Béa. Peut-être poser votre question dans le chat et je vais charger Charlène de peut-être prendre la question si c'est important et opportun d'y répondre maintenant tout de suite. Sinon, on y répondra un tout petit peu plus tard. Et du coup, la réponse, c'était A. La réponse A, c'était 2617 fois en moyenne par jour. Un chiffre assez important, c'est donc le nombre de fois où vous touchez votre smartphone pour envoyer un message à quelqu'un, passer un appel, lire vos mails, participer à une conversation de groupe, à une réunion pour lire, partager, commenter de l'information sur les réseaux sociaux, vous informer via Internet, vous divertir via des podcasts, enfin bref, tant d'interactions, de relations et d'échanges par jour. Et là, je ne parle que de vos interactions avec le monde extérieur au travers de votre smartphone. Je ne parle pas de toutes les interactions qui sont les vôtres en dehors du smartphone, c'est-à-dire dans la vie réelle, de toutes les interactions qu'on peut avoir avec les gens avec qui on vit, avec nos voisins, nos voisines, nos concierges, etc., si on en a. Ok, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que toutes ces interactions, tout ceci, pour vous dire que chaque jour, en fait, plutôt, le monde extérieur nous envoie environ 1000 milliards d'informations par jour. Ou plus exactement, je pourrais dire, nous captons du monde extérieur 1000 milliards d'informations par jour. Et ça, c'est une information intéressante, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de la comparer à ce qu'on est capable de traiter. Et le problème, c'est que nous sommes capables d'en traiter réellement que 4 millions. Alors, le chiffre, je l'ai écrit en tout petit là sur la slide. Pourquoi? Parce que 4 millions par rapport à 1000 milliards, c'est tout petit. En effet, ça veut dire que tous les jours, je reçois plutôt 250 000 informations captées. Je vais n'en traiter correctement qu'une seule. C'est ça que ça dit. Et du coup, si je rapporte ça aux besoins dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a quand même une grosse problématique. C'est comment, du coup, répondre à mes besoins fondamentaux. Comment comprendre le monde qui m'entoure du mieux possible quand je sais que je ne suis capable de traiter correctement qu'une seule information sur 250 000 que le monde m'envoie. Comment avoir le sentiment d'évoluer en sécurité, encore une fois, suite à ce même constat, face à ce même constat, et comment avoir l'impression que j'évolue dans un monde que je contrôle ou dont j'ai le sentiment de le contrôler. Et puis en plus, je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde qui est complexe et qui est changeant, ce qui vient renforcer peut-être cette contradiction entre ce constat, ces informations qu'on est capable de traiter par rapport à ce grand nombre d'informations qui nous arrivent, et puis nos besoins fondamentaux. Ok, eh bien, il y a quand même, on est bien fait, notre cerveau est bien
fait. Et puis, il y a des choses, des pratiques conscientes et inconscientes dans la vie qui vont nous aider justement à pouvoir faire face à cette contradiction en apparence. Et la première des choses, c'est quoi? C'est tout simplement l'expérience. Voilà, l'habitude, l'apprentissage. Oui, si je prends par exemple le fait d'apprendre à conduire, au début, j'ai beaucoup de choses à retenir, puis au fur et à mesure du temps, en conduisant régulièrement, cet exercice me devient comme naturel. Conduire devient un automatisme. Pourquoi? Parce que j'ai acquis des réflexes. Voilà. Et conduire, ça devient pour moi une pratique qui m'est presque naturelle. Je ne réfléchis plus quand je passe mes vitesses, quand je mets mon clignotant, etc. Donc ça, c'est la première des choses. L'expérience, l'habitude, l'entraînement va nous permettre en partie de répondre à nos besoins fondamentaux face à ce constat qui est que on va recevoir beaucoup d'informations, on est capable d'en traiter correctement très peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le système de catégorisation. Et on va y venir dans très très peu de temps, dans 3 slides, on est dessus. Et puis la troisième chose, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Voilà, donc ces 3 pratiques, conscientes ou inconscientes, elles nous permettent de répondre à nos besoins fondamentaux, à savoir, et je le répète, comprendre le monde qui nous entoure, pouvoir mettre des mots dessus, avoir le sentiment d'évoluer en sécurité dans un monde que l'on contrôle, dans lequel on est capable de prendre des décisions, alors que ce monde-là nous envoie beaucoup, beaucoup d'informations et qu'on est capable d'en traiter que très peu. Ok, c'est parti du coup pour le système de catégorisation. Donc le système de catégorisation, il nous invite en permanence à ranger le monde qui nous entoure dans des boîtes. Ok, simple comme ça en apparence. Quand vous étiez enfant ou bien avec les enfants qui vous entourent, vous avez peut-être joué à associer des images. Eh bien, si on fait simple, c'est vraiment ça le système de catégorisation. C'est le fait d'associer pluie, bottes de pluie, parapluie, mais aussi arc-en-ciel dans des boîtes. Voilà, et ça, c'est très pratique parce que ça nous permet, de mettre des mots sur le monde qui nous entoure. On a vu que c'était un de nos besoins, le besoin de compréhension. 2, ça nous permet de prendre des décisions, besoin de contrôle. Et 3, d'agir vite dans un monde qu'on sait complexe et très changeant. Du coup, par exemple, quand il se met à pleuvoir, je n'ai pas besoin de réfléchir pour aller chercher mes bottes et mon parapluie avant de sortir, par exemple. Puis si je pars en vacances à la mer, je vais mettre automatiquement un maillot de bain dans ma valise. Si je veux acheter une glace sur la plage, je vais prendre mon porte-monnaie avec moi. Si je veux envoyer une carte postale à mes amis depuis mon lieu de vacances, j'achète des timbres. Alors voilà, ce sont des choses très simples que je fais de manière automatique sans réfléchir. Et vous l'avez compris, j'ai très envie de repartir en vacances. OK pour ça. Et puis ce système de catégorisation, eh bien, pour information, il se met en place dès la naissance. Voilà, donc ce système de catégorisation, c'est vous, c'est moi, tout le monde met les informations, le monde qui nous entoure dans des boîtes. OK pour ça, voilà pour la définition du système de catégorisation. Et maintenant, c'est parti pour une vidéo. Alors, je vous propose de regarder ce court extrait de vidéo, en espérant que vous ne l'ayez pas déjà vu. Alors, tac, c'est parti. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. My apologies. What is this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Ok. Alors du coup, ma question suite à ce court extrait où on voit un journaliste qui est, dont ses enfants, on suppose sans doute des enfants qui arrivent derrière lui, probablement les siens, et viennent l'interrompre pendant son interview. Et moi, ma question, c'est qui est, à votre avis, la femme qui fait sortir les enfants de la pièce? Quel est son lien potentiellement avec les enfants ou avec le journaliste qui est au premier plan? Et puis,
ma question pour les personnes qui ont déjà vu cette vidéo et qui peut-être connaissent la réponse. Quel était votre premier avis? Qu'est-ce que vous vous êtes dit la première fois que vous avez regardé cette vidéo? OK, donc je lis, c'est sa femme, c'est la nounou ou son épouse. C'est sûrement sa femme, c'est sûrement sa nounou. OK. La nanny, l'épouse, la nounou. OK, globalement, on a 2 réponses, hein, la nounou ou l'épouse. Donc, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous a permis de vous dire ça, de vous faire cette idée? OK, elle rampe. Alors du coup, peut-être vous pourriez me dire qu'est-ce qui fait que vous avez choisi tel ou tel choix? OK, OK, donc je vois, elle se cache, elle n'a pas l'air à l'aise. Alors j'imagine que vous faites référence, si j'utilise mes propres biais, au fait que ce serait la nounou. Elle attrape les enfants et semble demander pardon. L'intuition du sujet d'aujourd'hui. OK. Bon, on voit qu'il y a pas grand-chose de très objectif dans ce que vous dites. En tout cas, peut-être vous vous êtes dit, en fonction de ce que j'ai vu, peut-être que, et en fonction probablement des catégories que vous avez déjà en tête, des idées reçues peut-être que vous avez, il pourrait y avoir effectivement ça, le fait qu'elle est stressée, qu'elle rampe, qu'elle tire les enfants très rapidement, etc. Et donc, imaginer un lien de subordination entre les deux personnes. Souvent, on peut entendre ça. Qu'est-ce qu'on peut entendre d'autre? Ils ont l'air, oui, ils ont l'air d'avoir des origines différentes. Alors, c'est compliqué de les imaginer en couple, ça pourrait être un cliché d'avoir une difficulté à envisager, des couples binationaux, par exemple. En fait, il peut y avoir plein de raisons, de penser que c'est la nounou ou que c'est la femme ou que c'est l'épouse. Dans tous les cas, en fait, on ne peut pas savoir. La seule manière de savoir qui est cette personne et quel lien elle entretient avec le journaliste, en l'occurrence, c'est de lui demander. Rien ne peut réellement nous dire et ne peut réellement nous confirmer quels sont le lien entre ces deux personnes-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la réponse sera donc que c'était son épouse, mais que, cliché aidant ou idée reçue aidant, il était plus facile pour, les en tout cas, ça a fait beaucoup parler sur internet. Il y a eu justement une grande discussion, sur ça, sur est-ce que c'est la nanou, est-ce que c'est la nanny ou est-ce que c'est l'épouse? Et puis il y a carrément eu des vidéos, qui ensuite ont été tournées avec, ce journaliste et sa femme et leurs enfants pour, débriefer de ce débat qui a eu lieu sur internet et qui met bien en lumière nos biais, et notre capacité à nous faire des idées reçues, rapides, sur des situations sur lesquelles en fait on ne peut pas se faire d'idées tout simplement parce que on manque d'informations. Voilà. Mais là, le manque d'informations, on l'a comblé par les idées reçues ou par les idées que nous avions en tête. Ok, ok pour ça. Tac, et du coup, je pense que c'est pas vraiment une découverte, pour vous, mais nous mettons donc dans des cases à la fois les objets, la nature, tout ce qui nous entoure, les informations, mais aussi les groupes de personnes en fait, hein, tout simplement. Autant on va mettre dans des cases les Français, les Françaises, les Américains, les Américaines, on va aussi y mettre les femmes, les hommes, mais aussi les personnes hétérosexuelles, les personnes gays ou lesbiennes, celles qui sont en bonne santé ou qui sont malades, les femmes qui ont des enfants, celles qui n'en ont pas, les personnes qui sont âgées, les personnes qui sont jeunes, les personnes qui sont maigres ou grosses selon les standards de la société, etc., etc. Je pourrais continuer indéfiniment. Nous mettons toutes les personnes qui nous entourent, tous les groupes de personnes qui nous entourent dans des cases. Et ça, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Le fait d'imaginer tout un tas d'attributs, de compétences, d'aptitudes, de goûts, d'envies à des groupes de personnes. OK, alors on va se donner une définition des stéréotypes, de ce que peuvent être un stéréotype. Donc cette définition, c'est qu'un stéréotype, c'est un ensemble d'informations et de croyances associées aux membres d'un groupe quel qu'il soit. Il se compose d'une liste de caractéristiques accumulées tout au long de notre vie et dont les sources sont multiples. OK, donc en bref, en gros, le stéréotype ou les stéréotypes, ce sont, les attributs, donc les aptitudes, les envies, les goûts, les compétences, les traits de personnalité que l'on va associer
à un groupe de personnes dans notre imaginaire commun. Et ces attributs, ils peuvent être négatifs, positifs ou neutres. Ok, si je vous mets tous ces ronds là, roses et bleus, à votre avis, de quel groupe de personnes vais-je parler? Des hommes et des femmes, merci. Ou des filles et des garçons. Oui, tout à fait. J'ai même pas besoin de le mentionner. C'est une évidence pour vous, pour moi, pour tout le monde, que dans notre imaginaire commun, ce rose et ce bleu, ce sont des couleurs qui sont associées d'un côté aux filles et aux femmes et de l'autre aux garçons et aux hommes. Ok, maintenant je vais avoir besoin de vous. Est-ce que vous pourriez me donner tous les clichés que vous avez en tête? Quel est votre imaginaire commun concernant les femmes et concernant les hommes? Alors peut-être on va commencer par les femmes pour que vous n'ayez pas à préciser à chaque fois. Alors quel est votre imaginaire commun qui concerne les femmes? Quels sont les attributs, les aptitudes, les goûts, les envies, les compétences, les traits de personnalité qui seraient dits de femmes? Ok, émotive, bienveillante, bavarde, la cuisine, donc enfermée ou ramenée à la cuisine, ok, au monde, à la sphère domestique et familiale, orientée famille, fragile, empathique, timide, multitâche. Ok, elles se dévouent à leurs proches. Effectivement, il y a plus de femmes aidantes. Faire des enfants et les élever, elles sont douces, maternelles, sensibles, émotives. Ok, forte, douce, mère, nourricière, multitâche, dévotion. Ok. Ok. Et maintenant, j'ai envie de vous demander, pour les femmes, quelles sont les compétences, les aptitudes qui seraient celles qu'on leur... bon, remarque, non, je ne vais pas vous le faire parce que vous l'avez déjà dit en partie. Si je résume et si je me place dans le milieu du travail qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, il y a tout un tas d'aptitudes ou de compétences qui sont dites de femmes. Au travail, par exemple, on va penser que les femmes sont plus empathiques, plus à l'écoute, plus dans le relationnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont plus nombreuses dans les directions RH ou les directions communication. Elles font le lien entre les équipes. On va leur proposer d'aller chercher les invités à l'accueil. Elles vont organiser le pot de départ du collègue qui part à la retraite. Elles vont acheter le cadeau du pot de départ du collègue qui part à la retraite. Vous voyez, elles sont en charge de l'humain, quoi, globalement, quelque chose comme ça. Ok, on a bien donné sur les stéréotypes qui sont liés aux femmes. Est-ce que vous pourriez me donner des stéréotypes plutôt liés aux hommes? Quelles sont les aptitudes, les goûts, les envies, les traits de personnalité, les compétences dans notre imaginaire commun qui seraient ceux des hommes? Avide de pouvoir, ambition, strict égoïste, fort, puissance, ambition, manuel, courageux, égoïste. Ok, dur, ok. Fort, on l'a vu beaucoup de fois. C'est drôle, on a vu beaucoup de fois égoïste aussi, ok. Enfin, c'est drôle. J'ai rarement entendu autant de fois ce mot-là, ok. Assertif, non sensible, enfantin, ne pleure pas, ok. Peu intéressé par le développement personnel, carriériste, protecteur, bricoleur, ok. Et si je me place dans le milieu du travail, est-ce que vous pourriez me donner des aptitudes ou des compétences qui seraient dites d'hommes? Direction d'équipe, dirigeant, leadership, ah, ça va trop vite pour moi. Stratégie, attiré par le pouvoir, ambitieux, leader, diriger, la négociation, capable de négocier. Ok, ils sont monotâches à l'inverse des femmes qui seraient multitâches. Des leaders. Ok, super, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup pour votre participation. Ok, c'est très riche. Et donc, si je conclus les compétences et les aptitudes qui seraient dites d'hommes, c'est quoi? Ça va être effectivement savoir faire preuve de leadership, d'une autorité naturelle, capacité à prendre la parole en public, capacité à prendre des décisions difficiles. Et vous voyez là, toutes ces attributs, ces compétences qui sont dites d'hommes, elles sont très proches des compétences qui sont attendues de quelqu'un qui a un poste à responsabilité élevée. Aussi, vous avez parlé pour les femmes du fait qu'elles étaient émotives. Est-ce que vous faites le lien entre émotive et poste à responsabilité élevée? Quel lien vous faites entre émotion et poste à responsabilité élevée? Aucun. Ok. Donc quelqu'un qui serait émotif serait peut-être incompétente. Ok. Ne peut pas prendre de décisions objectives.
fragile, ok, ok, manque de rationalité, moins capable, associé à l'incompétence. L'émotivité est associée à l'incompétence. Ok, ok. Ok, et là, l'idée, c'était de faire le lien avec les préjugés. Bah oui, parce que là, le fait de penser que les femmes sont émotives, ça nous amène à penser qu'elles ne sont pas capables de prendre des décisions difficiles et donc qu'une femme ne serait pas au bon endroit si on la met à un poste de hiérarchie élevé. Et ça, c'est ce qu'on appelle le préjugé. Ok. Donc le préjugé, si je vous donne une définition simple, c'est l'idée positive ou négative que je me fais des attributs associés à une personne dans notre imaginaire commun. Le préjugé, il n'est jamais neutre, contrairement au stéréotype qui peut être neutre. Il est toujours soit positif, soit négatif. Ok, puis du coup, je vais vous faire une démonstration. Donc, si je prends le groupe des femmes, en l'occurrence, un stéréotype, celui dont je viens de parler, c'est le fait que les femmes soient émotives. Et bien, le préjugé qui pourrait être associé à ce stéréotype, c'est que les femmes ne sont pas faites pour les postes à responsabilité, car ces postes-là nécessitent d'avoir la capacité à prendre des décisions difficiles et donc de faire preuve de sang-froid. Ok. Et là, on voit bien combien ce stéréotype sur le groupe des femmes et le préjugé qui en découle va poser problème, ou en tout cas peut ensuite, s'il agit sur nos comportements, déboucher sur ce qu'on appellera une discrimination. Ok. Qu'est-ce que vous voyez sur ce visuel? Des stéréotypes, ok. Des pyjamas remplis de stéréotypes. Effectivement, ce sont des petits bodys, petits bateaux qui datent de 2011. À l'époque, ils ont très vite été épinglés par des associations qui luttent justement contre les stéréotypes sexistes. Et en effet, on voit bien tout un tas d'adjectifs qualificatifs très genrés. D'un côté, les petites filles, ce sont des qualificatifs qui sont très liés à l'apparence, jolie, élégante, belle, mignonne, voilà. Et puis après, liées aussi aux émotions, elles sont amoureuses. Et de l'autre côté, on a plutôt des qualificatifs qui sont liés à des traits de personnalité ou à des aptitudes qu'on acquiert avec le temps. On ne naît pas ni rusé, ni habile, ni déterminé, on le devient par l'expérience, par l'apprentissage, par l'éducation. Et donc, on voit bien ces deux groupes de qualificatifs. Et moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a un qualificatif, si on se plaçait notamment dans le monde du travail, un groupe de qualificatifs qui serait plus valorisé et valorisant qu'un autre? Est-ce que le groupe de qualificatifs qui se trouve plutôt à gauche, qui représente les filles, est plus ou moins valorisant, et en particulier dans le monde du travail, que les qualificatifs de droite? Moins, pas du tout. Ok, ok. Ok, le groupe féminin est moins valorisant car superficiel dans le milieu pro. En effet, hein, le fait d'être belle, d'être jolie, d'être mignonne, d'être séduisante, a priori, à moins d'être dans une situation de discrimination, ne doit pas et ne contribue pas à vous faire évoluer, ne permet pas de vous faire évoluer au travail, ou en tout cas ne permet pas je n'arrive plus à m'exprimer. Je voulais dire carrière, mais je n'arrive pas à placer ce mot dans ma phrase. Mais bref, ne va pas promouvoir votre carrière, en tout cas faire en sorte que vous évoluiez dans votre organisation. Ok, alors ça, c'est donc on a dit Petit Body 2011, ok. Et parfois on me dit oui, mais aujourd'hui on verrait plus ça. Alors hier soir, du coup, j'ai fait une recherche pour vous et j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est 2021. Futur belle gosse comme maman et costaud comme papa. Donc effectivement, il n'y en a qu'un, hein, mais bon, c'est quand même relativement cliché. Ok, qu'est-ce que vous voyez sur cette affiche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous dérange? Alors, les femmes dans le métier du care, santé sociale, la ségrégation sexuelle des métiers. Ok.
OK, effectivement, alors comme vous l'avez très bien, noté, on voit à droite cette femme qui est donc dans le santé sociale et paramédicale et puis de l'autre côté d'ailleurs des hommes qui se tournent d'un côté un peu différent, donc on voit bien la différence et qui sont côté, grandes écoles, métiers d'avenir, commerce et ingénieurs. OK. Donc, une répartition très genrée, des possibles, de l'avenir possible ou en tout cas une proposition. C'est-à-dire que sur cette affiche, on voit bien que les femmes sont incitées ou en tout cas, ça va cultiver l'idée qu'elles sont au bon endroit quand elles sont dans le Caire et puis les hommes plutôt quand ils sont côté, des grandes écoles et métiers d'avenir, que c'est ça leur en sur l'endroit où ils doivent se trouver. Et c'est aussi ce qu'on attend d'eux, c'est aussi ce que dit cette publicité. OK, cette publicité, elle date du salon de l'étudiant en 2017. Il s'avère qu'ils se sont fait, comme pour les petits body, petits bateaux, épingler tout de suite. Et très vite, ils ont proposé une alternative à leur communication. Et ça donne ça. Voilà, je vous épargne le fait de commenter, mais effectivement, ils se sont astreints à mettre à chaque fois un homme, une femme. Et puis on voit aussi il y a une personne noire, il y a une personne typée asiatique, et donc il y a une plus grande diversité dans les personnes qui sont représentées à travers cette publicité. Après, on pourra toujours se questionner tout de même hein, sur le pourquoi d'un duo femme-homme. A-t-on vraiment besoin d'avoir à chaque fois un homme et une femme euh, sur chaque possibilité d'avenir? Est-ce qu'on ne peut pas avoir juste une bande d'amis derrière? Et puis, on pourra aussi se questionner sur le fait que les femmes sont toutes plus petites que les hommes, qu'elles ont toutes les cheveux longs, que les hommes ont tous les cheveux courts. Voilà, point d'interrogation. Ok, nouveau visuel, qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou pas? Et si oui, qu'est-ce qui vous dérange? L'homme papa. Ouais. Est-il papa? En tout cas, on ne le sait pas. Femme associée au rôle de la maman. Pourquoi la femme n'est pas chef d'entreprise? Pourquoi l'enfant chez la mère? Ouais, mère, femme, maman avant tout, en effet. Et donc là, on voit bien que dans le stéréotype qui est associé aux femmes, au groupe des femmes, il y a ça, le fait que les femmes sont des mères, qu'elles aiment et qu'elles veulent des enfants, qu'elles en ont. Et donc là, elle est entrepreneuse, mais non, elle est chauffeur. D'ailleurs, on pourrait se questionner sur chauffeur-chauffeuse hein, aussi au passage. Elle est chauffeur avec Uber et elle est maman avant tout. Et lui, c'est un jeune chef d'entreprise. OK, je crois qu'on a fait, une bonne démonstration de toutes les formes de sexisme qu'on peut trouver autour de nous et notamment là, dans la publicité. Il existe encore plein d'autres endroits où le sexisme peut s'exercer et qui vient, à l'occasion renforcer nos stéréotypes. Parce que là, ce que je voulais aussi vous démontrer, c'est que non seulement, on l'a dit, hein, notre système de catégorisation va de lui-même définir des boîtes dans lesquelles on va mettre des groupes de personnes auxquelles on va associer des attributs, des goûts, des envies, des aptitudes, des compétences, etc. Mais le monde, en plus, autour de nous, va sans cesse alimenter nos stéréotypes et les renforcer. On l'a bien vu au travers de ces publicités. OK. Donc, en effet, nos stéréotypes sexistes sont alimentés et renforcés en permanence par ce que nous voyons et par ce que nous vivons. OK. Maintenant, j'ai envie qu'on discute autour de 3 publicités. La première, c'est celle-ci. Donc, c'est une publicité pour Danette. Elle est faite en 3 temps. Il y a 3 images, 3 visuels. Le deuxième, c'est celui-là. Le troisième, c'est celui-ci. Et maintenant, vous voyez le deuxième et le troisième visuel accolés. OK. Est-ce que quelque chose vous dérange? Et si quelque chose vous dérange, qu'est-ce qui vous dérange? Ce n'est pas forcément une évidence de le voir. C'est OK si vous ne voyez rien. Donc, on a dit la savane, Danette chocolat associée au noir, la couleur de la danette, sport de riche pour les blancs, la femme noire est déguisée en lion, les costumes d'animaux pour les personnes noires,
La danette vanille pour les blancs. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. En effet, il y a plusieurs choses qui posent problème dans cette publicité. Alors déjà, je dois vous dire que cette publicité, elle a été tout de suite retoquée. Donc il y a aussi des associations qui luttent contre ce qu'on appelle le racisme du quotidien, qui ont pointé du doigt cette publicité et elle a été retirée de- des environnements publicitaires. Ok, donc qu'est-ce qui pose problème? Donc déjà, il y a effectivement cette couleur de danette. Donc le fait qu'on va associer la danette à la vanille, à la famille blanche et la danette au chocolat à la famille noire. Vous imaginez si demain vous rentrez dans un magasin Decathlon et que en face de vous, vous avez une publicité avec un homme noir qui tient un vélo noir et un homme blanc qui tient un vélo blanc. Ça n'a pas de sens. Ok. Et par ailleurs, et ça c'est le point le plus important, la famille noire. Alors, donc on voit que les familles blanches, elles sont dans des environnements qui sont plutôt effectivement des sports de riches. D'un côté, on était sur le bateau à voile et là, on est sur le sport d'hiver. Et puis par ailleurs, elles sont habillées en rapport avec ces endroits-là. Donc, quand elles sont sur le bateau à voile, si je reviens, hop, tac, sur cette image-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Elles sont en maillot de bain avec des lunettes, des tubas, etc. et des combinaisons pour aller dans l'eau. Et puis là, si je suis à la montagne, je suis avec des écharpes, des bonnets, un masque et une combinaison pour supporter le froid. En revanche, la famille noire, elle est animalisée. Alors certes, on a mis derrière des ballons, etc. pour faire comme si c'était la fête. Mais ça n'a pas de sens. Elle est déguisée en animaux. Donc, elle a été déguisée en animaux. Et donc ça, c'est une forme de racisme du quotidien. C'est d'animaliser les personnes dont la couleur de peau est noire. Ok, et ça vient, on pourrait faire le lien entre ça et la manière dont on va parfois interpeller les femmes noires. On va les interpeller ma tigresse, ma panthère. Donc il va y avoir un champ lexical raciste qui est lié à l'animalisation de ces personnes-là. Ok, donc ça c'est une première forme de racisme qu'on peut voir dans la publicité. Maintenant, je vous propose, tac, ce visuel-ci. Qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pose problème? Alors d'un côté, c'est titré ISIS Maniac Kills. Ah, j'ai commencé à avoir des réponses. On dépeint le blond comme un ange. Ok. Le tueur blanc est un ange déchu. Et à gauche, effectivement, il est considéré d'un ISIS maniaque, terroriste. Ok. Ok, effectivement, là, on voit bien qu'il y a deux manières de considérer des personnes qui ont fait visiblement qui ont réalisé des actes tragiques, atroces, graves, interdits par la loi, qui sont d'une particulière gravité, et à gauche, une personne qui est considérée d'une manière totalement différente de la personne de droite, où effectivement la personne blanche va être considérée comme un ange, entre guillemets, enfin, un ange déchu, et puis de l'autre côté, comme un terroriste. Et donc, on voit bien que les mots utilisés n'ont rien à voir, et la manière dont on va les catégoriser à gauche est bien plus violente et bien plus tolérante à droite pour des faits qui sont similaires. Ok. Tac. Un autre visuel, alors là, je ne vous laisse pas deviner parce que ça va être compliqué pour vous. Qu'est-ce que veut dire ce visuel? Ce visuel, il dit qu'il n'existe pas ou très peu de héros racisés dans les films. Alors déjà, peut-être précisons, qu'est-ce que ça veut dire, héros racisés? Donc une définition, tac. Les personnes dites racisées sont des personnes qui sont perçues par d'autres comme étant étrangères ou différentes d'elles, du fait de leur couleur de peau, de leurs origines et ou de leur culture supposée. Ok, je reviens sur mon visuel. Et donc là, l'idée, c'est de dire que dans les films ou dans les séries ou dans l'univers cinématographique de manière générale, on va avoir pas ou très peu de héros racisés
Et lorsqu'on aura des héros racisés dans les films, ce seront souvent soit des tueurs, soit des tyrans, soit des voleurs. Voilà, donc des positions qui ne sont pas enviables, ou en tout cas qui sont très négatives. Voilà, des rôles qui sont très limités et qui sont très négatifs. Ok. Ok pour ça. Et puis, tac, moi j'ai envie de vous passer une vidéo pour terminer. Et donc c'est parti. On va voir si elle se télécharge d'elle-même. Super. Hop. Et c'est parti. Alors, on va laisser passer la publicité, j'en suis navrée. Hop. Et dès que la publicité sera passée, c'est parti pour cette vidéo que je ne pouvais pas télécharger sur mon PC avant d'arriver, avant la conférence. Il est où ton sniper sur le front, tout au long de mon enfance, tout au long de mon adolescence, tout au long de ma vie de jeune adulte. J'ai toujours eu ces remarques-là. Fais gaffe parce que les femmes noires, elles se laissent pas faire. Si tu lui demandes et qu'elle n'est pas d'accord avec toi, tu risques de t'en prendre une. Mais t'es de quelle origine? Moi, j'adore le couscous et le tagine. Mais t'as combien de frères et sœurs? Ben, j'en ai 6. Ah d'accord, t'es ce qu'on appelle une famille à location. Je sais pas si tu l'as bien compris, mais moi, en fait, j'adore les meufs asiatiques. J'adore choper des meufs asiates. On dit petites agressions, racisme ordinaire, des mots un peu qui minimisent cet effet, en fait. C'est-à-dire que c'est l'accumulation de tout ça qui fait que c'est pesant, en fait. Les conséquences de ce harcèlement discriminatoire, c'est simple. C'est des choses comme la dépression, comme de l'anxiété. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas agir, ou quand vous essayez d'agir et que vous faites face à du déni, vous vous sentez totalement impuissant, en fait. Quand j'étais petite, devant mes amis, j'aimais pas trop parler dans ma langue, j'aimais pas trop parler de mes origines, j'aimais pas trop... en fait, j'aimais pas trop mes origines parce qu'à chaque fois, on me ramenait à ça et à chaque fois, on se moquait de moi par rapport à ça. Donc, je voulais être intégrée. Et qui dit intégration dit dire oui à tout. Parce qu'ils ont déjà des préjugés finis concernant nous, femmes noires. Donc, pourquoi m'enfoncer? Au début, en fait, tu ne dis rien. Tu évites même parfois, dans certains contextes, certains sujets qui pourraient justement attiser ce genre de réflexion. Par exemple, quand je sais que je vais être amenée à interagir avec de nouvelles personnes que je ne connais pas, je vais instaurer des mécanismes de défense qui fait que je vais être stressée par des interactions sociales. Du coup, je vais me renfermer. Du coup, ce qu'on me dit souvent, en fait, sur le travail, c'est que je suis froide, que je suis méfiante, que je suis pas très sympathique. Vous imaginez la pression qu'il y a sur la personne qui arrive dans une nouvelle, je sais pas, dans un nouveau cercle social et qui s'empêche en fait d'être naturelle pour éviter ces réflexions-là. Donc c'est dire à quel point ces réflexions sont blessantes et à quel point elles ont un pouvoir et à quel point elles ont un impact sur les personnes, au point d'effacer sa personnalité pour ne pas les subir. Elles sont à la fois victimes et à la fois elles doivent éduquer les autres. D'accord ? Donc non seulement on subit, mais en plus on doit éduquer et dire aux personnes que non, ça ne se dit pas, ou pas comme ça. Voilà. Donc c'est une charge qui est énorme en fait. Et un des moyens de sortir de ces stéréotypes, c'est d'aller à la rencontre vraiment de cette personne. C'est-à-dire quand vous connaissez vraiment cette personne, quand vous discutez avec elle, vous accédez vraiment à sa complexité d'être humain et elle sort de ces cases. Et c'est là où vous entendez les gens dire « j'aime pas les Noirs, mais toi je t'aime bien ». Pourquoi je t'aime bien? Pourquoi j'aime pas les Arabes, mais toi je t'aime bien? Pourquoi? Mais parce que tu es totalement sorti des cases, en fait. C'est-à-dire que je te connais tellement que tout ce qu'on dit des Arabes, des Noirs, des machins, ça ne te correspond plus. Ok, parce que j'ai appris à te connaître. Donc, c'est ça la clé, en fait. La clé, c'est vraiment être disposé à apprendre à connaître l'autre dans toute son entièreté, avec bienveillance, avec respect aussi de ses origines, de ses différences culturelles.
Ok. Ok pour cette vidéo qui vient de clore un peu notre première partie. J'ai vu des commentaires dans la messagerie, plein de commentaires, notamment suite à la définition des personnes racisées. Donc c'était important pour moi de revenir dessus. Hop, tac. Et du coup de préciser qu'effectivement il n'existe pas de race, ou alors il n'en existe qu'une, la race des êtres humains. Et donc parler des personnes racisées, c'est parler de la race dans un point de vue social, c'est-à-dire que même s'il n'existe pas de race, il existe bien du racisme qui est lié à la manière dont on va considérer les autres. Et donc, il n'existe pas de personnes en soi qui appartiennent à une race. Par contre, il y a des personnes qui racisent les autres. Voilà, c'est vraiment l'idée. C'est d'ailleurs pour ça que le terme personne racisée a vraiment du sens, parce qu'il montre bien que le problème n'est pas en la personne, mais il vient de l'extérieur. C'est les autres qui racisent des personnes qu'elles considèrent comme étrangères à elles, du fait de leur couleur de peau, de leurs origines ou de leur culture supposée. Voilà, c'était important de repréciser ça pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Ok, pour conclure sur cette partie-là, nos stéréotypes racistes, ils sont alimentés exactement comme nos stéréotypes sexistes et renforcés en permanence par ce que nous vivons et par ce que nous voyons. Ok, on vient de terminer notre partie sur le système de catégorisation, ou alors on pourrait appeler ça aussi une grosse partie sur stéréotypes et préjugés. Et maintenant, on va passer à la partie sur les biais cognitifs. Ok. Du coup, c'est parti. Déjà, une toute première définition. Un biais cognitif, c'est quoi? C'est une erreur, c'est une altération de la pensée qui influe sur nos choix et nos jugements. Ok, et ces biais, malgré nous, ils nous permettent tout de même de répondre à nos besoins. Donc pas forcément au besoin de mettre des mots sur le monde, mais en tout cas de pouvoir prendre des décisions rapidement dans ce monde, parce que les biais finalement c'est ça qu'ils font. Ils vont court-circuiter notre jugement et ils vont nous faire agir vite, prendre des décisions rapidement dans ce monde qui est complexe et qui est changeant. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée. Le biais finalement c'est quelque chose qui va nous permettre d'agir vite, de prendre des décisions. C'est vraiment l'idée. Ok, une première question pour vous. Je vous invite à répondre dans le chat. En arrivant dans un nouvel environnement de travail, avez-vous déjà ri à une blague que vous ne trouviez pas drôle? Voilà, on est quasiment à 100%. Ah non, on a 2 noms, 3 noms. On se sent obligé pour être intégré. J'ai vu ce commentaire-là. Ok. Alors, en général, on a à peu près entre 60 et 80% de oui, 20% de non. Donc, une assez grande majorité de personnes qui répondent oui. En effet, et exactement comme la personne l'a mentionné, c'est dû à ce qu'on appelle le biais de conformité. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre besoin qu'on n'a pas vu tout à l'heure en tout début de conférence, que tous les individus ont, c'est le besoin d'appartenance sociale. Et ce besoin d'appartenance sociale, il va nous pousser à nous conformer à la culture d'un groupe, même si ce groupe-là et cette culture-là contredit nos propres valeurs. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Donc se conformer à la culture d'un groupe, même si cela contredit nos propres valeurs. Ok, je ne vous fais pas l'offense de vous proposer de répondre à cette question. Avez-vous déjà ri à une blague sur les femmes que vous ne trouviez pas drôle? J'aurais aussi pu poser la question, avez-vous déjà ri à une blague sur les Noirs, sur les Juifs, sur les musulmans, sur les Asiatiques que vous ne trouviez pas drôle? La réponse est oui, pour une minorité d'entre vous, mais c'est oui quand même. En général, on va avoir à peu près, allez peut-être, là on passe à 20%. On était à 80 tout à l'heure, là on est plutôt à, allez, même je dirais entre 10 et 20%. Mais il y a quand même une partie d'entre vous qui diront que oui, ils ont ri à une blague sur les femmes qu'ils ne trouvaient pas drôle, que oui, ils ont ri à une blague sur les musulmans, sur les juifs, sur les personnes asiatiques, etc. etc. Ok, et donc, quelque part, je n'excuse rien, je ne dis pas que c'est pas grave, je dis juste que c'est ok d'en prendre conscience. Par contre, ce n'est pas ok de ne pas vouloir changer. Donc là, on est en train de comprendre que ce biais de conformité, le fait d'avoir envie de s'intégrer quelque part dans un groupe, il va nous pousser à exercer
des violences. Rire sur les femmes ou rire sur les noirs, c'est exercer une violence. C'est vraiment ça l'idée. Et du coup, le message que j'ai envie que vous emportiez, c'est que le biais de conformité, le premier biais qu'on vient de voir, il entretient les relations de domination existantes entre les individus. Voilà, je viens d'en faire la démonstration. Une chose que je n'ai pas dite avant de commencer la partie sur les biais, c'est que les biais, il en existe plein. Mais quand je dis plein, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Vous tapez biais cognitifs, vous voyez une espèce de grand rond et il y en a presque 90 autour. Et moi, j'ai décidé de vous en parler de 3. On va en traiter 3 ce soir, donc que vous ne soyez pas déçus. Ok, donc on vient de voir le biais de conformité. Ok. Ensuite, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, situation assez basique, vous regardez un débat politique avec un ou une amie qui a des avis politiques très différents des vôtres. Bon alors j'avoue que, ça c'est pas de chance que vous regardiez, peut-être que c'est une erreur de regarder ce débat politique ensemble si vous avez des avis très différents, mais sans doute que ça vous est déjà arrivé, ne serait-ce qu'au sein de votre famille et au sortir du débat, pour vous c'est hyper clair, la personne que vous souteniez a été très, très performante. Elle a prouvé par A plus B qu'elle avait raison. Vous pensez peut-être d'ailleurs même que votre ami ou la personne qui se trouve à côté de vous a évolué dans sa position. Eh bien non, en fait, votre amie, elle y a vu exactement la même chose que vous. Elle a trouvé que la personne qu'elle soutenait était extraordinairement persuasive et en fait, elle n'a pas changé d'avis du tout. Ok, j'imagine que ça vous est déjà arrivé. La plupart du temps, quand on pose la question, tout le monde nous dit oui, donc je ne vous pose pas la question. Et donc ça, ces moments-là où ce type de situation nous arrive, on pourrait l'expliquer par faire le choix inconscient des informations qui vont dans notre sens. On voit bien que dans cette situation, on a fait le choix des informations qui vont dans notre sens, puisque on sort du débat, on n'a pas changé d'avis du tout, et la personne qui est à côté de nous, qui avait un avis différent, non plus. Donc, foncièrement, on a dû faire le choix inconscient des informations qui vont dans notre sens. Et donc, ça, voire même filtrer les informations à la lumière de ce que l'on pense déjà, c'est-à-dire ne voir, n'entendre, ne retenir que ce que l'on pense déjà, c'est ce qu'on appelle, tac, le biais de confirmation. Rechercher de préférence des preuves qui confirment nos croyances, celles qu'on a déjà, et donner moins d'importance aux preuves qui les contredisent. Donc voilà, le biais de confirmation, il est important et pourquoi est-ce qu'on le mentionne ce soir? Parce qu'il vient renforcer les violences. C'est-à-dire que avant de parler de violence, il vient d'abord renforcer nos stéréotypes et nos préjugés. Si je passe mon temps à aller chercher de l'information et à lire les informations qui m'arrivent du monde extérieur et y voir toujours la même chose, eh bien, je vais renforcer les stéréotypes que j'ai sur les groupes de personnes qui m'entourent. Et quelque chose que j'aime beaucoup raconter et qui est vraiment intéressant et particulièrement moderne, en tout cas, enfin, qui concerne notre période, bah, c'est quoi? C'est qu'en plus de ça, les algorithmes entretiennent nos croyances. Bah oui, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ils ont été construits et ils ne cessent de vous proposer des contenus auxquels vous adhérez déjà. De sorte que vous finissez par croire que tout le monde pense comme vous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez sur LinkedIn, eh bien, le contenu qui remonte, c'est déjà un contenu assez similaire au contenu que vous avez liké, commenté, etc., etc. Et donc, cette image de The Social Dilemma, c'est la couverture d'un reportage Netflix très très bien fait qui explique comment les algorithmes ont été construits et comment ils entretiennent nos croyances, ils renforcent nos stéréotypes et ensuite, bah, pour ce qui nous intéresse, les violences qui peuvent découler de nos stéréotypes et de nos préjugés lorsqu'ils agissent sur nos comportements. On va y venir. Ok. Nous ne voyons le monde tel qu'il est. Ah, il manque un mot. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Effectivement, là, vraiment, l'idée, c'est qu'on passe notre temps, nous, à lire le monde à l'image de ce que l'on pense déjà, de ce que l'on sait déjà, etc. Ok. À emporter, le biais de confirmation renforce de manière automatique et inconsciente les stéréotypes, les préjugés que nous avons.
Ça, c'est vraiment l'info à emporter du moment. Ok, troisième et dernier biais. On arrive vers la fin, tranquillement vers la fin de la conférence. Il y a beaucoup de textes, mais en gros, l'idée, c'était de vous parler, là, de faire la transition avec ce qu'on appelle la discrimination. Lors d'une campagne de testing à l'embauche réalisée en 2016 par la DARES, à CV égal, pour un même poste, les profils de candidats et de candidates ayant un nom évoquant une origine hexagonale ont décroché un premier entretien, plus souvent que les profils ayant un nom évoquant une origine maghrébine. En effet, à 11%, c'est-à-dire que les personnes ayant un nom à consonance hexagonale ont reçu une réponse positive dans 47% des cas, et l'autre groupe de personnes dans 36% des cas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination. Ici, les personnes dont le nom évoquait une origine hexagonale ont significativement plus de chances d'avoir accès à une opportunité professionnelle que les personnes dont le nom évoque une origine maghrébine. Ok. Du coup, le biais de stéréotypes, on pourrait aussi l'appeler alias comment les stéréotypes agissent sur nos comportements. Oui, donc je dis le biais de stéréotypes comme si j'en avais déjà parlé avant, mais ce n'est pas le cas. En fait, ce que je voulais vous mettre en avant, c'était que... Allô, pardon, ça a coupé. Allô? Oui, allô? Je suis toujours là, moi. Ok. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que ce que je voulais vous montrer par rapport à cette campagne de testing à l'embauche, c'est que là, il y avait un biais raciste dans la manière dont les CV ont été traités. Et ce biais raciste, il est basé sur les stéréotypes racistes que les personnes ont en eux, donc les croyances racistes que les personnes ont en elles. Ok, et donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de stéréotype. C'est le fait que nos croyances, les idées que l'on se fait sur un groupe de personnes vont agir sur nos comportements. Là, en l'occurrence, le fait de favoriser les personnes ayant un nom hexagonal, et voilà, le fait de favoriser ces personnes-là et non les autres, ou alors de défavoriser les autres. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de stéréotype, c'est-à-dire d'avoir un comportement, des propos, des actes basés sur les stéréotypes que nous avons sur les groupes de personnes qui nous entourent. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle de la discrimination, c'est donc une violence. Donc le biais de stéréotype, en l'occurrence, c'est une violence. Hop, tac. Ah, merci pour l'info. Tac, à emporter, le racisme du quotidien, ce sont nos stéréotypes racistes qui agissent sur nos comportements. C'est vraiment ça. Ce sont nos stéréotypes qui vont agir. On va agir en fonction de nos stéréotypes et de nos préjugés. De la même manière que le sexisme du quotidien, ce sont des stéréotypes sexistes et nos préjugés sexistes qui vont agir sur nos comportements. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, et je pense que c'est important, surtout pour nous, de positionner et de mettre des mots très précis. Le biais de stéréotypes, ce sont aussi, et on va appeler ça maintenant, à partir de maintenant, on va appeler ça différemment, ce sont des violences. Voilà, en l'occurrence, des violences qui résultent de nos biais lorsqu'ils agissent sur nos comportements, de nos biais stéréotypés lorsqu'ils agissent sur nos comportements. OK. Et donc, tout à l'heure, on a vu discrimination. On va quand même définir ce que c'est que la discrimination. Il y a discrimination lorsque l'employeur / un de ses salariés traite différemment l'un ou l'une de ses salariés / collègue / candidate en fonction d'un ou de plusieurs critères définis dans le Code du travail. Et donc, pourquoi ça m'intéresse de parler de ça plus précisément? C'est parce que du coup, vous voyez ici tous les critères de discrimination qui sont définis dans le Code du travail. Vous en voyez, il y en a toute une palanquée, il y en a d'ailleurs plus de 20. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a parlé principalement des violences qui sont basées sur le sexe ou sur le troisième élément qui est la race supposée, alors c'est écrit de manière un peu complexe, mais l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race. Okay, donc on a parlé de ça, mais on aurait pu parler de bien d'autres sujets. On aurait pu parler des violences qui sont liées à l'orientation sexuelle, supposée ou non. On aurait pu parler des violences qui sont liées au genre, enfin,
alors du coup là, ça va paraître bizarre, mais on aurait pu parler de plein d'autres violences. Donc on aurait pu parler de LGBT-phobie, on aurait pu parler de grossophobie. Bref, l'idée c'était d'ouvrir un tout petit peu pour vous dire que là, on a fait un focus sur sexisme et racisme, mais il y a plein d'autres sujets et d'autres violences qui méritent d'être traitées aussi. Enfin, toutes les violences doivent être traitées de manière spécifique et approfondie. D'ailleurs, ça me permet aussi de vous dire que chez Equiwork, on ne va jamais parler de sujets de manière générale, au sens où je n'aurais jamais accepté de faire une conférence sur les biais inconscients tout court. On fait une conférence sur les biais inconscients / sexisme et racisme du quotidien. Les choses, les comportements qui posent problème, les violences, on doit les nommer, c'est indispensable. Si je ne sais pas nommer les choses, si je ne sais pas les reconnaître, je ne peux pas y faire face. Donc il faut pouvoir mettre des mots sur les choses. Ça fait partie de notre ADN. OK. Pour conclure sur nos 3 biais, ce qu'on vient de voir. Donc le premier, le biais de stéréotype alias violence. Ensuite, le biais de confirmation et le biais de conformité. J'ai fait la démonstration tout à l'heure au début que ces 2 biais, ils nous intéressaient. Pourquoi? Parce qu'ils viennent renforcer les violences. Bah oui, le biais de confirmation, il entretient nos croyances sur les personnes, sur les groupes de personnes. Il entretient nos stéréotypes. C'est en ça qu'il vient renforcer le biais de stéréotype. Et puis le biais de conformité, il entretient, on l'a vu tout à l'heure, les relations de domination qui existent, lorsqu'elles existent, entre les individus. À savoir, vous vous souvenez tout à l'heure, c'était le fait de rire à une blague sur les femmes, sur les noirs, sur les asiatiques, etc. etc. Ok. Tac. Next. Nos stéréotypes, lorsqu'ils agissent sur nos comportements, ils peuvent mener à de la discrimination. On vient de le voir. Mais ils peuvent aussi mener à des propos comme celui-ci. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui pose problème dans ce propos? Ok. Sous-entend que le père ne peut pas s'occuper de ses enfants. C'est forcément la femme qui s'occupe des enfants. Ok, effectivement. Le lien femme-enfant. Ok. Effectivement, dans ce propos, qu'est-ce qui pose problème? C'est le fait que parce que Maxime est un homme, on sous-entend qu'il ne serait pas capable de s'occuper de ses enfants en l'absence de sa femme. Et ça, c'est ce qu'on appelle un agissement sexiste. Et les agissements sexistes, on va se donner une courte définition, ce sont des comportements qui sont basés sur le sexe, là en l'occurrence le fait que Maxime soit un homme, et qui sont dévalorisants, réducteurs et ou enfermants. Là en l'occurrence, c'est particulièrement dévalorisant de sous-entendre qu'il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants juste parce qu'il est un homme. Ok. Et l'agissement sexiste, il est interdit par le Code du travail. Du coup, voici la définition qu'on va trouver dans le Code du travail. Elle ne m'intéresse pas beaucoup, pour être tout à fait honnête, parce que je la trouve déjà trop compliquée. Moi, je préfère qu'on retienne ensemble l'autre définition, à savoir des propos basés, des agissements basés sur le sexe qui dévalorisent, réduisent ou enferment. Mais quand même, j'ai envie qu'on discute autour de la phrase en orange, de la partie de la phrase en orange. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Que l'intention ne compte pas. Ok. Effectivement, volontaire ou involontaire. Effectivement, c'est exactement ce que dit la loi. La loi, elle dit même si ça se voulait gentil, même si ça se voulait bienveillant, même si c'était pas mal intentionné, alors si c'est caractérisé, à savoir si c'était un propos qui s'adressait à un homme parce que c'est un homme et que c'est dévalorisant, alors c'est tout de même un agissement sexiste. C'est ça que dit la loi et ça tombe plutôt bien. Pourquoi? Parce que la plupart des agissements sexistes ne sont pas mal intentionnés. Comme les agissements sexistes du quotidien, comme les agissements LGBT-phobes, ils sont dus soit à un manque, ils sont dus à la culture qui nous entoure, qui est sexiste et dont on n'a pas conscience, qui agit sur nos comportements. C'est le fait qu'on n'a pas été sensibilisé et que ce sexisme se trouve partout autour de nous, qu'on n'a pas chaussé nos lunettes, qu'on ne voit pas le sexisme, qui fait qu'on le reproduit. Ok, une chose que je voulais vous dire et qui me paraît
très importante et que je vous dis tout de suite. Nous, chez Equiwork, on pense qu'il n'existe pas ou très, 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 très peu de personnes qui sont profondément sexistes, racistes, homophobes, etc. Nous, on pense que très peu de personnes pensent profondément que les femmes sont inférieures aux hommes ou que les noirs sont inférieurs aux blancs. Par contre, on pense qu'il existe une multitude de comportements sexistes ou de comportements racistes. Voilà. Et c'est de ça dont on parle, nous, chez Equiwork. On ne parle pas de personnes sexistes ou racistes, on parle de comportements sexistes et de comportements racistes. Ok, on quitte les agissements sexistes. Ce propos, est-ce qu'il pose problème? En vrai, Marine dit en vrai. En vrai, ça pose problème. Bien sûr, ça pose problème. Ok, qu'est-ce qui pose problème? Dites-moi. Alizé ne poserait pas cette question à Marie. Ok, le sous-entendu, on suggère qu'elle n'est pas française. Sa vraie origine ne serait pas d'être de Grenoble. Ok. On part du présupposé qu'une personne racisée n'est pas française. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être française? Moi, je ne suis jamais victime de racisme, pourtant j'ai des origines diverses. Si je dis que je viens du 94, on pourrait aussi me dire mais tu viens d'où en vrai? Parce que j'ai des origines qui viennent de partout en Europe, par exemple. Mais il s'avère qu'on ne me fait jamais cette réflexion à moi. Et donc, en effet, ce qui pose problème dans ce témoignage, c'est le fait qu'on va supposer, de par peut-être son nom ou sa couleur de sa peau, que Malika a des origines diverses qu'on considère comme étrangères et et sur lequel on a le droit d'exercer sa curiosité, même si on ne se connaît pas forcément bien. Donc là, elle répond je viens de Grenoble et Alizé enchaîne non, mais d'où en vrai? Dis-moi, c'est quoi tes origines qui sont liées à ton nom, ta couleur de peau, etc. etc. Ok, donc voilà, là on vient de montrer un exemple de ce que sont les agissements racistes. Alors si je devais vous donner une définition, ce serait quasiment exactement la même que pour le sexisme basé sur un autre critère. Ce serait des comportements basés sur la couleur de la peau, les origines et ou les cultures supposées d'une personne qui seraient dévalorisants, réducteurs ou enfermants. On en a fini avec tout ce chemin qu'on a fait entre le système de catégorisation, nos stéréotypes, nos préjugés, et puis ensuite le biais, à savoir les violences, c'est comment nos stéréotypes, comment nos préjugés agissent sur nos comportements et ils nous poussent parfois, si on n'y prend pas garde, à ce qu'on appelle la discrimination. On l'a vu tout à l'heure sur les cas de testing à l'embauche avec de la discrimination raciste, mais ils peuvent mener aussi nos stéréotypes si on n'y prend pas garde, si on ne les voit pas, si on n'a pas chaussé nos lunettes, ils mènent à ce qu'on appelle les agissements sexistes ou les agissements racistes. Et puis on l'a vu tout à l'heure, à travers les critères de discrimination, je n'ai parlé là que de 2 sortes de violences. Il existe plein d'autres violences dont on aurait pu parler ici ce soir. On est arrivé, la conférence touche à sa fin, il nous reste 3 minutes, on est pile à l'heure pour laisser un tout petit peu de temps pour les questions. Du coup, une dernière chose à remporter, c'est que ces violences, elles sont l'affaire de tous et de toutes. Quand je me situe en entreprise, ces violences, elles ont des conséquences importantes à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit au niveau des victimes en termes de mal-être, de mauvaise confiance en soi, d'autocensure, d'isolement, de démotivation, de perte de productivité, que ce soit pour le collectif, où il va y avoir de la défiance, où il va y avoir des mauvaises relations de travail, peut-être des clans, des gens qui prennent parti pour les personnes qui exercent les violences et d'autres pour les victimes, donc une moins grande productivité des équipes. Et puis, il va y avoir des conséquences pour les entreprises de manière générale, à savoir du turnover, de l'absentéisme, des contentieux potentiels, des problèmes d'image de marque, difficulté à garder ses talents, difficulté à en attirer d'autres. Voilà, énormément de conséquences importantes à tous les niveaux de l'organisation. Donc, ces violences sont vraiment l'affaire de tous
et de toutes. OK. Maintenant, j'assume totalement. Oui, c'est une image de oui-oui. Voilà, oui-oui de mon enfance. C'était pour vous dire, et c'était pour peut-être vous réveiller 2 minutes avant la fin de la conférence, pour vous dire que oui, il est possible de faire face à nos biais. C'est pas parce qu'on a dit à certains moments dans la conférence que nos stéréotypes, nos préjugés étaient des choses qui venaient potentiellement de notre système de catégorisation et que c'était des choses qui nous étaient naturelles, qui d'ailleurs même répondaient à certains de nos besoins fondamentaux. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire en sorte qu'ils n'agissent pas sur nos comportements. Et ça, c'est vraiment important. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est OK de prendre conscience des violences qu'on peut exercer ou qu'on a pu exercer. Par contre, c'est pas OK de ne pas vouloir changer. Voilà, c'est vraiment l'idée. Et d'ailleurs, c'est l'idée de cette sensibilisation, c'est de prendre conscience de l'importance du changement à opérer dans sa manière de voir les choses ou dans sa manière d'agir. OK, donc je vais vous donner quelques pistes très rapidement de qu'est-ce que vous pouvez faire peut-être pour faire en sorte que les stéréotypes ou vos préjugés n'agissent pas sur vos comportements. La première des choses, c'est savoir identifier les violences. Ça, c'est vraiment un basique. Je ne peux agir face aux agissements sexistes, racistes, sur les miens ou sur ceux des autres que si je sais les reconnaître. Si je ne sais pas reconnaître les agissements sexistes ou racistes, je ne peux pas y faire face. C'est la base. Si vous ne les voyez pas, vous ne pouvez pas lutter contre ceux qui s'exercent contre vous ou ceux qui s'exercent contre les autres. Ça, c'est la première des choses. Puis ensuite, la deuxième, c'est recadrer. Alors là, qu'on soit dans la vie de tous les jours ou au final en entreprise, il est indispensable et vous êtes légitime que vous soyez collaborateur, collaboratrice, agent, agente, manager, personnel RH, juriste, élu du personnel. Tout le monde dans l'entreprise est légitime pour recadrer quelqu'un qui a un propos qui est de l'ordre d'une violence. Personne n'a à subir de violence. Une blague sur les femmes a lieu devant vous, vous êtes légitime pour recadrer quel que soit votre poste au sein de votre entreprise, de votre organisation de manière générale. Alors ça, c'est vraiment important. Recadrer. Deuxièmement, signaler. C'est important en entreprise de pouvoir aussi remonter des faits de violence pour qu'ils soient sanctionnés. Parfois, ce sont des recadrages, tout simplement à l'écrit ou à l'oral, de la part des managers, de la part des RH. En revanche, c'est tout de même très important de signaler ces faits-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des violences qui ne sont pas tolérées et que l'équipe RH, en général, parfois il y a plusieurs départements qui sont en charge de ça, mais l'équipe RH en particulier est en charge d'avoir une vision globale sur ces violences-là et d'y faire face, de les faire cesser ou de sanctionner quand c'est nécessaire. OK, sanctionner, ça veut dire quoi? Très rapidement, dans les entreprises, vous avez des contacts clés en interne, les responsables hiérarchiques, les RRH, les référents harcèlement et sexisme côté employeur, côté CSE, tous les représentants du personnel dans leur ensemble, les membres de la CSSCT, et là, je vous en ai donné qu'une partie. Et puis pour terminer, évitez les suppositions. Voilà, c'est en fait challengez-vous, allez poser des questions aux gens, intéressez-vous. Si vous avez un avis un peu trop rapide, un peu trop vite fait, posez la question à votre collègue: «Et toi, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera, et cetera. En tout cas, intéressez-vous, allez chercher de l'information plutôt que supposer des choses lorsque vous ne savez pas. Ça, c'est une première chose. Et puis la dernière, qui est assez directement liée à la précédente, c'est remettre en question ses croyances. Remettez en question vos croyances, questionnez ce que vous pensez, changez de canaux de réseaux sociaux, intéressez-vous à ce que pensent les autres, etc. Voilà, et puis pour terminer, moi, j'ai envie de vous proposer trois outils, trois ressources que je trouve particulièrement fines et intéressantes pour approfondir le sujet. Martin Sexe Faible, c'est une web-série génialissime où vous verrez Martin dans un monde matriarcal qui est victime de violences sexistes et sexuelles. C'est hyper bien fait, c'est drôle. Vous envoyez un épisode à quelqu'un, il en regarde 45. Et je n'exagère pas.
Ok, dans la même veine, vous avez un film qui s'appelle « Je ne suis pas un homme facile » avec Vincent Elbaz qui se prend un poteau dans la rue et quand il se réveille, il n'est plus à côté du cimetière du Père Lachaise, mais du cimetière de la Mère Lachaise. Pareil, victime de violence, hyper bien fait. Si vous avez la chance, si vous avez l'accès à Netflix, vous pourrez voir ce film. Ok, aussi le podcast Les couilles sur la table qui discute des masculinités réalisé par Victoire Tuaillon. Il est hyper bien fait. D'ailleurs, dans la même veine, elle vient de sortir un autre podcast qui s'appelle Le cœur sur la table, qui discute plutôt des sexualités, donc plutôt en lien avec le sujet des violences LGBT-phobes. Voilà. En tout cas, les couilles sur la table, ce sont des historiens, historiennes, des sociologues, etc., qui vont discuter avec elle. C'est hyper bien fait, enfin, vraiment, je vous le conseille. Et le dernier, Kiffe ta race, c'est en partie Rokhaya Diallo, et si je ne me trompe pas, Grace Kelly, je crois, qui réalise ce podcast et qui est vraiment d'une très bonne qualité. Donc voilà, je vous conseille ça. Si d'autres personnes ont des... Ah, Grassley, c'est ça, je me disais qu'à chaque fois, je ne le dis pas bien. Merci beaucoup. Voilà, si vous avez d'autres sources, n'hésitez pas. Je suis arrivée au bout et je suis arrivée au bout avec 5 minutes de retard. Je suis très contente, ça, c'est tout à fait correct. Et merci beaucoup aux 3 personnes qui ont leur vidéo que j'ai regardée pendant toute la conférence. Merci Claire, vous m'avez porté, Frédéric et Claire, c'était super. Je te repasse la main, Charlène, et merci aussi beaucoup à tous et à toutes d'avoir vraiment participé dans les commentaires, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est très agréable.